Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien, oui. Donc, bienvenue au premier panel de l'après-midi, tout de suite après le lunch. J'espère que vous avez bien mangé. Merci encore aux organisateurs pour l'invitation, puis aussi cette conférence qui est extrêmement intéressante et qui se poursuit cet après-midi encore sur des thématiques tout à fait intéressantes qui vont nous permettre d'avoir une vision d'ensemble très complète à la fin de la journée. Ce panel sur les équipements et capacités nécessaires pour l'Arctique est composé de M. Thomas Hugues qui est en ligne. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui. J'ai à ma droite M. Justin Massy, Stéphane Roussel et Gaspard Schindler, pardon. Qui auront tour à tour l'occasion, on va garder l'ordre de présentation, donner certains aspects sur les enjeux des équipements et des capacités. Si vous permettez, je vais déjà rapidement mentionner les bonnes appropriations institutionnelles pour donner une idée des différentes perspectives. Donc, M. Thomas Hugues est chercheur postdoctoral à l'Université Mount Allison. Il est directeur adjoint du Center for Defense and Security Studies. Merci d'être avec nous en ligne. Justin Massy, je suis à ma droite, professeur titulaire à l'UQAM et directeur du département de sciences politiques, co-directeur du réseau d'analyse stratégique et co-directeur du Rubicon. Stéphane Roussel, directeur du centre interuniversitaire. Professeur titulaire ici à l'ENA. Oui, c'est parfait. Et Gaspard Schindler est chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, mieux connu sous le nom de l'IRIS, et dirige un programme sur l'industrie de défense. Donc, merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Hugues. Si vous voulez, la parole est à vous. Merci pour l'invitation. Je vais faire mon intervention en anglais, s'il vous plaît. Mon français est très, très mauvais. I think it would be easier for everyone if I gave this in English. It's a real pleasure to be a part of this panel. And I think what I want to do is start by turning the title of the panel into a question. So what equipment and capacities and capabilities are necessary for our Arctic defense? When I say our in this context, I'm talking about the North American Arctic. My response to this is actually only partly tongue-in-cheek. I have absolutely no idea, and with the greatest of possible respect, neither does anybody else. The reason for this is quite simple. It's because in the context of defense, the optimal capability is always going to be relational and it's always going to be dynamic. So the equipment that we see that is necessary is a consequence of how we've determined the capabilities that we think are necessary, and the determination of the necessary capabilities is a consequence of the political environment and others' capabilities, including allies, but most particularly potential adversaries. So to take a quick example of this, is it necessary for Canada to have modern airborne anti-submarine warfare capabilities that are able to operate in the Arctic? Well, we assume that the answer to that is yes. Procurement of P-8 under the Canadian multi-mission aircraft proposal seems to suggest that it is. So if we unpack that, why is the P-8 necessary? Well, it's based on a series of judgments that we've arrived at from information that is available to us. So those judgments include if an adversary is going to use the Arctic to impose costs on us, they're likely to deploy submarines as part of that strategy. That there is a realistic possibility of an adversary seeking to use their submarines in the Arctic. That adding airborne capability is more effective than adding surface or subsurface capability alone. That potential adversaries are less likely to attempt to use submarines if they know that we're operating the P-8. That is, the P-8 is part of our deterrent posture. And that Canada cannot or should not, politically or practically, rely on partners to perform that role alone. So it is, again, as I say, based on that series of judgments. It's a pretty extreme example, I know. And we can certainly make a reasonable determination of what level of capability and what form of equipment we need to reach our Arctic defence objectives. And the actual necessity of the P-8 or a similar sort of aircraft is pretty apparent.
But I use it again to make the point that what we consider to be necessary isn't static. And we need to be aware of and responsive to a changing physical, political, and military environment. Furthermore, determining what is necessary can be a product of more contentious decision making. How do we know that particular equipment is necessary, let alone whether it's enough? And that question of enough capability is always going to be a tricky one. And in a pure rational sense, we want to ensure that we have sufficient capability to accomplish our objectives, but not an excess that spending on that has prevented us from developing capability in other areas. However, some of the challenges, I think, around the Arctic, as we've heard earlier today, are slightly more conceptual and don't have a straightforward answer to that sufficiency question. One, I think, really interesting example of this is sovereignty. I mean, sovereignty is a big issue within Canadian discussion of the Arctic. So how do Canadian decision makers determine that they have enough sovereignty? And what capability is required to achieve that level? Does it mean that Canada has to have the independent ability to detect and defeat every threat that could be placed against them? No, absolutely not. That's in part why we have NORAD. Canada and the US burden share the aerospace and maritime warning and aerospace control missions, but we rarely hear, we have once or twice, but very rarely hear about how NORAD represents a constraint on Canadian sovereignty. So we need to acknowledge the political considerations on what we might otherwise see as necessary. Again, as a practical example, Canada, as you may be aware, has been quite reluctant to deploy anti-missile capabilities on Canadian soil. Yet we know that one of the threats that, again, is most often recognized when it comes to the military and defense in the North American Arctic is ballistic missiles transiting through the Arctic to strike targets further south. So why is that ABM system not considered a necessary capability? Now, there's more politics behind that than we've got time to go into here, but I think it's important to know the equipment, again, that we consider and others have considered as necessary or unnecessary is a result not only of what we might call a rational threat perception, but also some social factors that guide how we think about deploying our armed forces for political effect. And if we want to optimize our capability, I think we need to be aware of those socially constructed boundaries and, where appropriate, be prepared to challenge them. So it's a lot of fun and also really genuinely important. I don't want to put it completely to the side, to think through sort of what types of ships and aircraft and logistics networks we need in various scenarios to effectively defend the North American Arctic, how many cold weather specialist troops we require and all that sort of nuts and bolts conversation. But I think that sometimes sidelines bigger questions that we need to consider when we're thinking about equipment and capability. And given my fellow panelists and the audience in here today, I think these bigger questions are perhaps more useful for us to have a conversation about. That said, there are some non-negotiables in terms of Arctic capability. And somewhat alarmingly, I think some of these non-negotiables are where we might be lacking. And so I want to give the rest of my time to talk about 5 areas of primarily cognitive capabilities that I think are critical to our future success in defence in the Arctic. First, as an absolute baseline, it is fundamentally necessary that we have comprehensive domain awareness. And I really mean it when I say comprehensive. It is imperative that we can see and understand what's happening in the Arctic. That's not just the air, land and sea, but also the cognitive domain, which we'll come on to in a few seconds. We're also going to need to be able to identify approaching threats. Now, this came into sharp relief with the now slightly infamous target the archers, not the arrows comment, which you might have heard came out of NORAD Command a few years ago, where the perhaps unintended implication of which was the suggestion that Canada and the US should be willing to destroy Russian aircraft in international, if not Russian airspace, prior to their deployment of long-range missiles. The point remains that the speed of the fight now is such that threats that come through the Arctic do have to be identified early. So the Arctic has to be understood as both unique and also inherently connected to other geographic regions. And we also need to think broadly about the cyber and space domains and the way in which they could be leveraged from outside the Arctic to have those effects within the Arctic. Second, it's not enough to have the capability and equipment. We must also signal that we have it and that we have the resolve to use it if necessary.
This is just as challenging, in my opinion, if not more so, than the procurement and sustainment process. As always, we need to balance the demonstration of military capability with avoiding unintended escalation. And that means that perhaps the key capacity, the key capability, is the capability to determine others' intent and to shape how they behave through signaling. To understand why they're acting as they are, to understand their objectives, to understand how they interpret and react to our activities. That's the foundation, really, for determining what capabilities are actually necessary in the Arctic. It doesn't mean that we should solely be reactive, otherwise we'll always be behind the curve and trying to catch up. But that form of intelligence and political deftness in leveraging the practical capabilities to achieve desired effects and outcomes without fighting is really important. Third, our capability also really has to intersect with allies, creating alignment on political and a material level. The Arctic, as we know, is an interlinked region, overlapping interests, challenges and jurisdictions. It's not a single homogeneous unit, again, as we've heard earlier today. Leveraging the region effectively for our political objectives requires strengthening those links with allies, notably facilitating information sharing and coordinated decision-making, in addition to, more fundamentally, understanding how our allies perceive the Arctic defence environment, their objectives and capabilities, and what their anticipated approach is going to look like. And fourth, as we move towards a pan-domain, multi-domain concepts, which I appreciate are different, we'll leave that aside just for the moment, a critical capability is to engage smoothly between actors in different domains. And this means more than just military communication. In the Canadian Arctic, again, as we've heard, we know how important the Canadian Rangers and the population of Northern Canada is. And consequently, the Department of National Defence is going to have to work seamlessly with other government agencies who are involved in the region. Fifth, we must have robust and consistently updated understanding of the vulnerabilities that the Arctic represents to us, how others could use the Arctic to impose costs on us, directly or indirectly. And a slightly more uncomfortable conversation, but I think one we also need to have, it's also important to understand how we can impose costs on an opponent through leveraging the Arctic. And I'll finish briefly by taking those 5 points forward to three equipment-centric considerations, because I think we have to at some point. First, as I kind of really stressed, we need that robust monitoring infrastructure. Crewed, uncrewed, including satellites, comprehensive radar network, and the ability, just as importantly, the ability to communicate that operating picture to wherever it's required. Second, perhaps most obviously, we need to be confident that we can outmatch potential opponents who are acting aggressively. What that looks like in terms of specifics, as I said, is always going to change over time. We need to get ahead of adversaries, but I would urge you to think honestly about why you believe a certain piece of equipment or capability is necessary. And very much finally, people. We don't think of people as equipment very much, but without the right people who are adequately supported, it doesn't matter what machinery we have, we're always going to fail in our defence objectives. We need people who understand the physical environment of the Arctic and can operate persistently within it. And we need people who understand the political environment and can navigate and leverage that to achieve ideal outcomes as well. So with that, I shall leave it and look forward to some questions. Thank you. And almost on time, that was perfect. Je vous rappelle aux panélistes, il faut essayer d'avoir 10 minutes pour garder le temps pour la discussion. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Justin Mathieu. Merci beaucoup, Chantal. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je vous propose de discuter de la mise à jour de la politique de défense canadienne, qui est sortie, comme vous le savez, il y a quelques semaines, après 2 ans d'attente, qui avait été premier en avril 2022, bien sûr, suite à l'invasion de l'Ukraine. Le Canada, comme plusieurs autres pays, a décidé de réviser et mettre à jour essentiellement sa politique de défense à la lumière du retour de la guerre majeure en Europe. Ça lui a simplement, comme d'habitude, pris un peu plus de temps que les autres pour arriver aux conclusions qu'il fallait investir davantage dans la défense. Et là, le Canada a nommé sa vision « Notre Nord fort et libre », avec une emphase particulière sur l'Arctique. Et ce que je me propose de faire dans les 9 minutes 30 secondes qui me restent, c'est de démontrer que ce n'est pas le cas. Que la principale focale n'est pas l'Arctique dans la politique révisée du Canada. Parce que lorsqu'on regarde spécifiquement, non pas les messages des ministres ou le premier chapitre qui porte sur l'évolution de la menace,
mais qu'on regarde là où vont aller les investissements concrets qui sont programmés pour les 20 prochaines années, parce que c'est un plan d'ici 2044 qui nous est proposé, la majorité des investissements ne vont pas dans l'Arctique. Il y a 4 principales acquisitions qui sont annoncées qui visent spécifiquement le domaine de l'Arctique. Les hélicoptères tactiques, les capteurs maritimes, les stations terrestres de satellites, ainsi que les carrefours de soutien opérationnel du Nord, que l'on appelle. Il y a 2 fourchettes temporelles qui sont proposées dans la politique de défense sur une échelle de 5 ans et une autre de 20 ans. Sur 5 ans, les 4 capacités que j'ai évoquées représentent 0,94% des investissements sur 5 ans. Les investissements sont un peu mieux sur 20 ans. On parle de 28% des annonces qui vont porter sur l'Arctique de ces 4 éléments-là en termes du coût. Une autre façon qu'on peut le faire, c'est de dire que ma lecture est trop restrictive, c'est-à-dire que j'ai pris seulement 4 équipements qui étaient spécifiquement dédiés à l'Arctique. Donc, il faudra regarder peut-être des capacités qui ont une capacité d'opérer dans plusieurs domaines, dans plusieurs régions du monde, donc en partie en Arctique, mais aussi ailleurs. Et quand on regarde, donc, en fonction de la division de la politique de défense elle le fait en fonction de 5 critères. Est-ce qu'on vise à défendre le Canada? Est-ce qu'on vise à développer une base industrielle de défense? Est-ce qu'on vise à défendre l'Amérique du Nord? Est-ce qu'on vise à contribuer à la sécurité internationale? Ou est-ce qu'on vise à renforcer le personnel de soutien des membres des forces armées canadiennes? Sur 5 ans, la majorité, la pluralité, je devrais dire, des sommes sont dédiées à la base industrielle, à 41% des sommes qui sont annoncées, et 25% ensuite à la contribution internationale dans le monde. Donc ici, on parle d'une vaste majorité qui va soit à développement d'une base industrielle, et par ça, on entend surtout des investissements dans la production de munitions, notamment d'artillerie, qui est bien sûr en lien avec le conflit de haute intensité, d'attrition de cours en Europe, ainsi qu'une production sur la scène internationale, notamment via la modernisation, la mise le maintien en condition opérationnelle de nos vieux navires au cours des 20 prochaines années. Le temps qu'on en construise 6 milliards de 20 ans. Alors que la minorité va bien sûr à la défense du Canada ou à l'Amérique du Nord de manière plus générale. Si on regarde sur la période de 20 ans, là, les données sont un peu mieux du côté de la défense de l'Amérique du Nord du Canada. C'est-à-dire que si on additionne sur 20 ans les sommes qui sont annoncées pour le Canada et l'Amérique du Nord, là, on arrive à 48%, pardon, à 50%. Donc, presque la majorité ici sur une période de 20 ans, mais donc la moitié n'est pas à défendre le Canada libre et fort. Ensuite, le deuxième argument que je peux évoquer, c'est que de ce que l'on annonce dans cette politique-là, il y a des sous-investissements majeurs des capacités qui visent justement à défendre l'Amérique du Nord. On investit sur 20 ans 307 millions de dollars pour acheter des avions de détection, ce qu'on appelle communément des AWACS. On n'en achète pas beaucoup pour 307 millions de dollars sur 20 ans, je peux vous assurer que c'est une mise de fonds sur la production d'ici 20 ans d'une réflexion sur la quantité ou la nature des avions de détection que l'on pourrait possiblement investir, ce qui va nécessiter au gouvernement de redemander des budgets au Parlement, au gouvernement, au cabinet et ensuite au Parlement, pour financer de tels investissements. Donc, ce n'est pas dans la politique de défense. Les carrefours de soutien opérationnel du Nord, on parle de 218 millions de dollars sur 20 ans. On s'entend que c'est trop peu pour créer beaucoup de ces carrefours de soutien opérationnel dans des territoires extrêmement éloignés sur le sud du Canada. Bon, c'est pour la majorité de la population américaine. Et enfin, les stations terrestres de satellites, on parle de 222 millions sur 20 ans. Donc, ce n'est pas des sommes qui sont importantes de ce que l'on annonce. Troisième argument, tout ce qu'on n'a pas annoncé. On étudie beaucoup de choses dans la politique de défense du Canada. On examine, on explore, on étudie, ce sont des verbes qui reviennent significativement souvent. Donc, au Canada, on va explorer le renouvellement et l'expansion de notre flotte de sous-marins, qui est la principale capacité la plus coûteuse qui n'est pas budgétée. Si on regarde les choix opérationnels faits par l'Australie, avec des productions nucléaires, on parle de 300 milliards de dollars. Si on regarde les estimations du ministère de la Défense nationale du Canada, qui sont évidemment toujours trop conservatrices, parce que à chaque fois, ça coûte plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Si c'est pas à production nucléaire, des conventionnels, on parle de entre 60 et 80 milliards de dollars qui ne sont pas annoncés. Donc, on va explorer ceci. Entre autres, les études démontrent que si on veut avoir des sous-marins qui fonctionnent au milieu des années 2030, c'est aujourd'hui, sinon hier, qu'il fallait investir pour développer cette capacité, à moins qu'on les achète déjà tout fait ailleurs. Peut-être que nos collègues français en ont quelques-uns sous la main, pour pas réussir à vendre aux Australiens. Ensuite, on propose des véhicules adaptés à la glace, à la neige et à la coupe dehors. On va explorer ceci.
On exporte. D'ici 20 ans, on va explorer l'idée, si on veut, des véhicules adaptés à l'Arctique. On va explorer l'idée que nos navires de patrouille extra-côtier de l'Arctique puissent embarquer et utiliser des hélicoptères. Parce qu'on aura insuffisamment de navires de combat avec les 15 qu'on peut prévoir. Donc, on a utilisé nos PAMS, nos navires extra-côtiers, pour déployer sur la scène internationale. Maintenant, il y en a même dans les Caraïbes, on en envoie en Asie-Pacifique, peut-être on manque de frégates pour déployer. Donc là, on se dit, il faudrait peut-être augmenter leur capacité parce qu'on n'avait pas prévu que ces grosses navires-là auraient un rôle de marée nationale. En Amérique du Nord, on veut explorer l'idée d'avoir des missiles de longue portée pour faire face aux menaces que la Norvège a décidé, elle, d'investir dès aujourd'hui pour défendre son territoire contre la même menace que nous, c'est-à-dire la Russie. Les défenses antiaériennes est toujours à explorer, ainsi que la défense aérienne et antimissile. Ici, ce sont les mêmes explorations que l'on a fait dans la politique de défense de 2017. Donc, 7 ans plus tard, on exporte toujours quelque chose d'ici 20 ans plus tard. Au niveau des capacités sous le bord, s'il me reste quelques minutes, on parle d'explorer l'idée de peut-être renouveler nos chars d'assaut, dont on a envoyé 8 d'ailleurs aux Ukrainiens. Donc, l'armée canadienne ne pouvait pas beaucoup envoyer parce que, sachant qu'on les envoie sans plan de remplacement, ce n'est pas une capacité qui risque de rester dans les forces armées canadiennes. On exporte l'idée d'avoir une production de véhicules blindés légers, alors qu'on les produit au Canada et qu'on en envoie 200 aux Ukrainiens. On explore l'idée d'avoir des drones de surveillance et de frappe. Et là, ça me permet de proposer à ce que Thomas disait tout à l'heure. On veut connaître le domain awareness, comme on dit en français, connaissance de la situation, de l'environnement, qu'on pourrait traduire en français. Mais pour ça, dans l'Arctique, il faut beaucoup de drones de surveillance et possiblement des drones de frappe, alors que là, on va explorer l'idée de peut-être en acquérir. Et enfin, on explore l'idée d'améliorer nos capacités d'artillerie. J'estime qu'il n'y a pas ce sentiment d'urgence non plus dans cette nouvelle politique de défense-là. 90% des sommes annoncées le seront après 2030. Ensuite, ce qu'on a appris, c'est que la pénurie de personnel, parce qu'on peut bien investir dans l'équipement, il faut des gens qui puissent les opérer, à moins qu'on achète des drones, ce qu'on va simplement explorer jusqu'à présent. Il faut des personnels. Avec la politique avant la mise à jour, il y avait une pénurie de 16 000 troupes dans les forces de réserve ou régulières canadiennes. Depuis la mise à jour, selon le chef d'état-major du Canada, la pénurie s'est aggravée à 30 000 soldats, parce qu'il faut opérer les nouveaux équipements que l'on planifie acquérir au fil des ans. Donc, on est présentement en pénurie de 30 000 soldats sur une force autorisée de 71 000 soldats. C'est énorme. Et il n'y a pas de plan. On va explorer l'idée de voir comment on peut améliorer notre capacité de recrutement et de rétention des forces armées canadiennes. Donc, je peux l'appeler une stratégie d'espoir. On espère qu'on sera parlé au combat d'ici 10 ans minimum, parce qu'on n'est pas prêt. On espère que les 2 prochains gouvernements vont mettre en œuvre la politique annoncée par le gouvernement en fin de mandat, et dont les sondages montrent qu'il y a une chance de succès pour Thomas. Et on espère que le prochain président ne sera pas Donald Trump, qui va nous critiquer, bien sûr, d'avoir aucun plan d'atteindre la cible du 2% sur lequel on s'est engagé il y a 10 ans. Et encore moins la cible que lui aimerait que l'OTAN adopte, celle de 3% de plancher d'investissement dans la défense. Et enfin, on a cet espoir, avec cette nouvelle mise à jour de la politique de défense, d'être capable d'opérer en Europe de l'Est face à une guerre majeure menée par la Russie, être capable de défendre un territoire national, qui est le 2e plus grand pays au monde, et être capable d'opérer dans l'Indo-Pacifique pour soutenir les États-Unis dans une éventuelle guerre contre la Chine pour préserver la souveraineté ou du moins l'autonomie relative de Taïwan. Tout ça avec des effectifs relatifs moins que les États-Unis, parce qu'ils dépensent environ 3% de leur PIB en défense. Nous, c'est à 1,33%. On espère le faire à moindre coût, alors que les États-Unis ont de la difficulté à le faire même en atteignant leur 3% sur un budget de 200 milliards de dollars. Donc, je pense que c'est irréaliste et que cette politique-là a été appelée notre Nord libre et fort pour pallier peut-être ces sous-investissements pour la défense du territoire canadien, le refus de vouloir faire des choix stratégiques, de dire on va défendre notre territoire plutôt que contre la sécurité nationale, ou on ne va pas défendre notre territoire pour pouvoir contre la sécurité nationale, et enfin pour vendre un public plutôt complaisant, le fait d'investir dans la défense nationale, quelques milliards de dollars supplémentaires, il fallait bien avoir une justification à la maison plutôt qu'une justification qui est moins plus éloignée des préoccupations sécuritaires des Canadiens. Merci beaucoup. Pour cette intervention, donc on est parlé avec ce nom. Est-ce que vous respectez ces 10 minutes? Oui. Oui. Parfaitement. Je vais prendre ce qui est resté. Non, il n'en reste pas. Ben, merci beaucoup. Je vais continuer dans la même veine que Justin. Justin et moi,
On est très proche, mais pourtant, on est toujours en train d'argumenter, de débattre. Je vais aussi me concentrer sur le Canada parce que c'est notre boulot de faire la politique de défense canadienne, mais aussi parce que, comme l'amiral de Ruppé l'a rappelé tantôt, il y a une distinction très nette entre la défense entre l'Arctique de l'Amérique du Nord et l'Arctique de l'Europe, qui sont deux environnements qui sont très différents. Et je vais me concentrer sur l'aspect, la défense de l'Arctique canadien. C'est des environnements très différents parce qu'on pourrait, et moi je pars avec le postulat, que l'Arctique européen est autrement plus menacé que l'Arctique nord-américain et l'Arctique canadien en partant. Donc, ça change beaucoup la donne de la question. Et je vais prendre la question aussi de la même manière que Thomas Hughes l'a abordé, c'est-à-dire de déterminer, bon, quelles sont les capacités nécessaires. C'est un seuil qui est très difficile à déterminer, Thomas l'a bien mentionné tantôt. Et ça dépend largement de quelle est votre évaluation de la menace, d'une part, ou, je dirais de manière plus large, des besoins, de ce qu'on veut accomplir avec ces instruments. Donc, Justin a mentionné la politique de défense qui a été, ça fait un mois qu'elle a été mise, qu'elle a été publiée, donc le Nord libre et fort, qui donne cette impression, effectivement, que le gouvernement canadien a mis l'Arctique au centre de ses efforts a mis l'Arctique au centre de ses préoccupations. Je suis d'accord avec Justin, ce n'est pas le cas, c'est plus un effet de rhétorique, mais il y a quand même un glissement très important dans la manière dont on en parle quand on compare avec les autres énoncés de politique semblables qui sont sortis dans le passé. Dans ce document-là, le gouvernement canadien essaie de convaincre son lectorat que la défense de l'Arctique par le Canada est une contribution à la défense de l'Occident. Donc, on fait un lien ou un lien entre les deux. C'est très différent du langage qu'on avait avant. On peut remonter jusqu'à 1971, la première fois où ça apparaît vraiment dans la politique de défense canadienne, sous Trudeau-Père, où l'Arctique était traité comme d'abord et avant tout un problème national, qui allait être géré par les Canadiens et pour les Canadiens, et que c'était d'abord et avant tout de défendre la souveraineté du Canada. Donc, le message implicite, c'est que les autres vont rester dehors, parce que nous, on protège notre souveraineté. Alors qu'ici, en faisant ce lien-là avec l'OTAN, et avec la sécurité occidentale, ben, c'est beaucoup plus l'invitation à la collaboration, à la coopération. Et c'est une rupture avec ce qu'on évoquait ce matin avec l'amiral Dupuis, quand on parlait du rugby, quand on parlait donc de ce principe de séparation de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Le gouvernement canadien avait déjà essayé de faire ça une première fois à la fin des années 50 lorsqu'il s'est empêtré dans les tentatives d'explication de ce qu'allait être le NORAD, où on disait que le NORAD était une contribution à la sécurité européenne. Il a causé des gros problèmes au premier ministre britannique. Donc, cette idée donc, de séparation encore entre les deux fait sens dans la mesure où si on accepte que l'idée que les menaces ne sont pas les mêmes en Amérique du Nord et en Europe. Traditionnellement, la manière de voir l'Arctique du point de vue du gouvernement canadien, c'est une approche que moi j'appelle constabulaire. Justin a mentionné ça dans sa présentation. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, le rôle des forces armées canadiennes, c'est d'assurer la sécurité des citoyens canadiens et de leur donner des services auxquels ils ont droit. Donc, de jouer le rôle de fournisseur de services gouvernementaux à la population dans ces zones très isolées. Ça fait sens en partant, parce que on n'imagine pas l'ampleur des distances qu'il y a pour couvrir l'Arctique. Il n'y a aucun ministère au Canada qui a les ressources pour être capable de donner efficacement sur place les services auxquels les citoyens du Nord peuvent avoir. Et ça tombe souvent sur les épaules des forces armées qui, à défaut d'être des fournisseurs de services, sont des fournisseurs de plateformes. C'est-à-dire qu'ils vont amener sur place les représentants du gouvernement qui vont être, qui ont confié cette prestation de service. Surtout dans des situations d'urgence, que ce soit des catastrophes naturelles, des catastrophes environnementales, un écrasement d'avion comme ça s'est déjà produit en 2007. Donc, que ce soit l'ensemble des menaces posées par les changements climatiques. Donc, c'est l'idée d'apporter une sécurité humaine.
Et c'est le ministère de la Défense et la Garde côtière canadienne qui apportent l'essentiel de ce rôle. Et ce rôle-là, il est crucial. On ne peut pas négliger cette partie-là de la population. Il faut apporter les services auxquels ils ont le droit. Il faut être capable de faire respecter les lois sur le territoire canadien. Il faut que, si jamais il y a des activités illégales qui se déroulent dans le territoire canadien, que ce soit d'origine étrangère ou nationale, il faut le savoir. C'est les forces armées qui sont les premières à faire ça. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas un rôle de défense contre une menace extérieure. Il y a un rôle plutôt constabulaire qui relève de la sécurité intérieure. Quand je dis que je suis très sceptique à l'idée d'une menace vis-à-vis une menace venant de l'extérieur, je me dis, OK. Et ça, ça s'est produit lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Chacun des pays occidentaux s'est mis à regarder ses propres vulnérabilités. Chacun a regardé en se disant, mais en quoi on est vulnérable à une attaque russe? Qu'est-ce qu'on a conclu au Canada? Ben, que c'est l'Arctique, parce qu'il y a cette idée qu'il y a une frontière canado-russe dans l'Arctique, c'est faux. Mais bon, que c'est là où on est le plus proche, là où on est le plus vulnérable. Et j'avais beau creuser la tête d'essayer d'imaginer de quoi aurait l'air une menace conventionnelle de la Russie dans le Grand Nord. Encore, c'est une question que je voulais poser aussi à l'amiral République, jusqu'à ce que vous me disiez que ce n'est pas votre juridiction. Mais c'est quoi? Les Russes qui débarqueraient dans l'Arctique pour faire quoi? Pour faire un raid sur la base d'Alert? J'ai une boutade qui date de 2010. À l'époque, c'était le chef d'état-major des forces canadiennes qui s'appelait Walter Nachitchin. Il répondait à une question d'un sénateur. La réponse vous allez comprendre la réponse. La réponse de Nachitchin, c'est I don't see any conventional military threat to the Canadian Arctic, which is the broadly held view. My comment is if a country invaded Canadian Arctic, my first challenge is search and rescue to help them out. Ma première tâche, si jamais il y a des gens qui envahissent l'Arctique, c'est d'aller les sortir de là. Il n'y a rien là-bas. Bon. Donc, c'est pour ça que j'ai plus tendance à mettre l'accent sur les aspects constabulaires que sur les aspects de défense de l'Arctique. Donc, ce qu'on a besoin d'abord, c'est de tenir compte de ces besoins constabulaires, même si les militaires canadiens n'aiment pas tellement ça, parce que c'est plus comme une perversion de leur rôle premier, qui est un rôle de combat. Mais c'est un rôle, quant à moi, tout aussi héroïque que d'offrir ces services. Justin a fait très rapidement la nomenclature des projets dans la politique de défense qui sont susceptibles d'abord et avant tout déployer en Arctique. La liste, effectivement, correspondait à celle que j'avais vue aussi. Même encore que les hélicoptères d'Arctique peuvent être déployés à peu près n'importe où. On va avoir des nouveaux skidoo, d'après ce que j'ai compris aussi. On pense à avoir de nouveaux skidoo. Mais il n'y a pas grand-chose là-dedans, en fait, qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que le rôle constabulaire, il est minimisé dans la politique de défense canadienne. Pour conclure, parce que moi, il me reste 1 minute 20 secondes, revenir à la question qui nous occupe ici, quel est le rôle pour l'OTAN, quel est le rôle pour la coopération? Nécessairement, il est très faible. Si on part de l'idée qu'il s'agit de la gestion militaire de l'Arctique est d'abord et avant tout un problème de sécurité intérieure, que c'est quelque chose, un problème de sécurité nationale qui doit être géré par des Canadiens eux-mêmes, et là je ne parle même pas des contestations de souveraineté qui sont de la part des États-Unis et très timidement de l'Union européenne, donc sur le statut légal du passage du Nord-Ouest. Déjà, ça aussi, qui est un autre caillou dans le soulier, mais il n'y a plus beaucoup de rôle pour l'OTAN dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'on va intégrer l'OTAN, pas dans le cadre d'une mission nationale, pas dans le cadre d'une mission qui est d'abord et avant tout constabulaire, sinon dans les cadres de coopération, par exemple pour la recherche et sauvetage, comme ça existe déjà, il y a des protocoles de coopération. Sinon, pour la recherche scientifique, on peut se mettre à 2 ou 3 pays, qui est canadien, américain, danois, ou canadien, américain, groenlandais, pour faire de la recherche. Mais ça se limite pas mal à ça. Le reste, ça doit rester par essence canado-canadien, ce qui laisse peu de place à des collaborations bilatérales ou multilatérales, sauf avec les États-Unis et encore.
10 minutes, une. Excellent, merci. Et donc, le dernier, mais dans le moindre, donc, Gaspard Schneider. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'aimerais peut-être une forme de disclaimer, comme on dit en bon français, pour commencer. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas spécialiste de l'article, mais comme vous l'avez entendu en introduction, moi, je travaille plutôt sur le volet industriel. Parfois, c'est pas mal aussi d'apporter un regard un peu plus extérieur sur ces problématiques. Je vais articuler mon propos en trois parties. Dans un premier temps, je vais vraiment essayer de répondre au titre du panel, voilà, réfléchir à quels sont les équipements, les capacités dont on pourrait avoir besoin dans le cadre, par exemple, d'un déploiement ou d'une opération militaire en Arctique, même si, voilà, comme on l'a entendu, c'est assez hypothétique comme scénario. Il faut se préparer à tout. Puis, dans un second temps, je vais essayer de présenter quelques contraintes spécifiques à cet environnement qu'il faut prendre en compte vis-à-vis des choix d'équipement. Et dans une dernière partie, je vais essayer de proposer quelques pistes de réflexion, de coopération franco-canadienne sur ces sujets. Voilà, évidemment, sous le regard avisé de l'amiral, je suis curieux d'entendre ce que vous en pensez dans la partie dédiée aux questions-réponses. Alors, avant de répondre à la question de quels équipements a-t-on besoin, je me suis posé une question, et pourquoi a-t-on besoin d'équipements particuliers? Ça peut paraître évident, mais j'aimerais le rappeler en propos liminaire. L'Arctique, évidemment, c'est un milieu particulièrement hostile. On a des contraintes à la fois matérielles, humaines et sanitaires importantes qui pèsent à la fois sur les équipements et sur les hommes. Ça pose des difficultés, notamment en termes de mobilité et de soutien. On se souvient, hier, on était chez les Rangers, qu'il y a une absence de réseau routier importante dans toute une partie du Grand Nord. Et donc, cet environnement nécessite une préparation opérationnelle spécifique et évidemment du matériel dédié, du matériel adapté. Et je vais baser ma réflexion sur des retours d'expérience de l'armée française parce que la France est quand même de temps en temps confrontée à ce type de milieu dans différents contextes. Par exemple, dans le cadre de la mission Lynx, dans les Pays-Bas, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de la participation française aux exercices de l'OTAN Cold Response, qui ont lieu tous les 2 ans en Norvège, ou encore dans le cadre d'un exercice un peu particulier, l'exercice UPIC, qui est mené par le groupe, alors le GMHM, je parle sous la supervision d'une de mes collègues qui travaille à l'école militaire de Haute-Montagne, donc le groupe militaire de Haute-Montagne, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui réalise chaque année une expédition polaire de 200 km en autonomie. Donc on a quelques retours d'expérience et puis évidemment on a l'expertise spécifique de cette école militaire de Haute-Montagne. Il y a tout de même une limite à tout ça. On va pas se mentir, l'Arctique, c'est un terrain qui n'est pas jugé quand même comme étant prioritaire pour la France, même si on tient à être une puissance globale. Il y a une prise de conscience sur le besoin de s'y préparer, mais c'est évidemment pas un terrain prioritaire au même titre que, par exemple, le Sahel ou l'Europe. Et puis, évidemment, on a des contraintes budgétaires. L'aguerrissement au grand froid et du matériel spécifique grand froid ne pourra s'appliquer dans les armées françaises qu'à certaines unités spécifiques. On ne peut évidemment pas convertir l'intégralité de l'armée de terre et doter l'intégralité de l'armée de terre, par exemple, avec ce type d'équipement, ce ne serait pas pertinent. Si on en vient donc à la question des besoins, de quoi parle-t-on? On parle à la fois d'équipement individuel, mais également de matériel militaire. Sur l'équipement individuel, je pense que les besoins, les retours d'expérience montrent qu'on a un besoin en termes, par exemple, de pactage, disposer de pactage adapté, de tenue adaptée, de duvet adapté, de rations adaptées. Ça peut paraître idiot, mais c'est quand même important parce que c'est les hommes qui sont quand même au cœur de ces dispositifs, de tentes spécifiques, de moyens pour se chauffer, etc. L'enjeu est que les forces, une fois déployées dans cet environnement assez hostile, doivent pouvoir opérer en semi-autonomie avec des capacités de ravitaillement quand même limitées. Et évidemment, la contrainte, c'est également que le froid limite la capacité à opérer dans le temps. Et c'est intéressant de voir qu'en France, on a des expérimentations qui sont menées, notamment par l'IRBA, donc l'Institut de recherche biomédicale des armées, en partenariat justement avec l'école militaire de Haute-Montagne, sur, par exemple, travailler à développer un pactage et une ration adaptée à cet environnement. Ça, c'est pour l'aspect équipement individuel. Évidemment, la liste est non exhaustive. Sur la partie plus véhicule, il faut disposer évidemment de véhicules adaptés.
de véhicules légers. On pense par exemple pour les forces spéciales à des motoneiges, à des pulcas. Donc, vous savez, c'est ces traîneaux qui servent à transporter les vivres et les équipements. De véhicules dits de haute mobilité qui disposent de capacités de franchissement importantes. En France, on a décidé par exemple d'acquérir des véhicules auprès du suédois DAE Eglunds. Pourquoi? Alors, on a tendance en France à développer nous-mêmes nos équipements, mais là, le marché est trop petit. On n'a pas un industriel qui va se lancer dans la production de ce type de véhicule parce que le besoin est très limité. Donc, pour une fois, on a acheté sur étagère auprès d'un pays qui, lui, a l'habitude de ce type d'environnement. On a besoin, si on prend des véhicules, des capacités marines, de patrouilleurs adaptés aux spécificités de la navigation dans les glaces, de bâtiments avec des coques renforcées ou de brise-glace. La France dispose à ce jour que d'un bâtiment de ce type, c'est l'Astrolabe, qui est un bâtiment civil qui est armé par un équipage de la marine, qui peut fendre jusqu'à 70 cm de glace, mais qui pour l'instant est dédié à l'hémisphère sud, en l'occurrence à l'Antarctique. Et enfin, également, des moyens de projection, évidemment, pour amener les forces sur place, donc des avions de transport de troupes, transport de matériel, et puis évacuation sanitaire en cas de blessés. Et enfin, on en a parlé des moyens d'observation, par exemple, des avions de patrouille maritime. On pourrait également parler des moyens dédiés à la production d'énergie, des moyens sanitaires spécifiques, et puis évidemment l'armement, qui doit être adapté. Il y a des réflexions, par exemple, sur de l'artillerie pouvant être tractée sur des skis. Évidemment, il faut prendre en compte tous ces éléments. Si maintenant je me concentre un peu plus sur les difficultés logistiques qui sont spécifiques au terrain et au grand froid, il y en a plusieurs. On a l'enjeu de la connectivité. Aujourd'hui, on a des équipements de plus en plus connectés. Si on prend l'exemple du programme Scorpion en France, et on a un problème, c'est qu'avec les latitudes élevées, ça réduit la connectivité des satellites et on a un risque de perte de liaison. Donc, ce qui pose évidemment une double difficulté, une difficulté en termes de communication entre véhicules, entre personnels déployés, et puis une difficulté pour la connectivité de façon plus générale. On a l'enjeu des batteries avec le froid qui résistent moins bien au froid, les batteries des véhicules, les batteries de l'équipement électronique utilisé par les soldats. Et puis enfin, l'enjeu du poids des équipements. Il faut pouvoir opérer sur des coupes de masse qui s'affinent. On a parlé ce matin des fontes du pergélisol. Et il faut évidemment que l'équipement puisse être transporté et largué par aéronef parce qu'il n'y a pas forcément suffisamment de pistes d'atterrissage pour pouvoir faire se poser des avions de transport lourd. Et après, on a des difficultés propres à la marine. Il y a eu des retours d'expérience sur les difficultés de fonctionnement des moteurs dans les eaux froides, les problèmes de stabilité des bâtiments en raison du givre, ou encore l'impact de l'eau froide et de la salinité sur, par exemple, le fonctionnement des armements embarqués à bord des frégates. J'en viens à mon dernier point sur les pistes. Désolé pour ces points un petit peu, vraiment, je suis rentré dans un niveau un peu de granularité précis, mais je pense que c'est intéressant de se poser ces questions. Et sur le dernier point, donc sur les pistes de coopération franco-canadienne en matière d'équipement, de matériel, je pense que l'enjeu principal, c'est de renforcer l'interopérabilité entre nos forces. Alors, ça peut se faire au sein de l'OTAN, mais ça peut se faire aussi en bilatéral. Et puis, de profiter de la connaissance, de l'expertise canadienne de ce milieu. Si on prend par armée, la marine, je pense qu'on peut profiter des retours d'expérience de la marine canadienne, organiser des exercices en commun, des patrouilles en commun. Il y a un vrai intérêt pour la France d'apprendre à naviguer sur et sous les glaces. Ça demande évidemment des savoir-faire spécifiques. La coopération autour des sous-marins, on pourrait imaginer un partenariat stratégique. J'en dis pas plus, mais on pourrait y revenir dans la série de questions-réponses. Sur l'armée de terre, je pense qu'il y a un enjeu d'apprentissage de la progression et du combat en zone grand froid, du camouflage en zone arctique. On pourrait imaginer l'acquisition d'équipements très spécifiques en commun, l'acquisition par la France auprès d'entreprises. Je sais qu'il y a une entreprise spécialisée au Canada qui produit des motoneiges, etc. Ça pourrait être intéressant pour la France. On n'a pas d'entreprise équivalente. Et puis d'autres types de coopération un peu plus spécifiques sur la cartographie. On dispose de peu de cartographie de cette zone. Sur l'innovation, développer des batteries fiables et robustes qui résistent au froid, développer des générateurs qui sont adaptés à cet environnement. Et enfin, je pense, parce que hier, du coup, on est allé rencontrer les deuxièmes groupes de Rangers, il y a une réflexion au sein du CADTC de Kingston, donc c'est le Canadian Army Doctrine and Training Center.
Ils travaillent sur l'impact du grand froid sur les équipements. Ils font des retours d'expérience pour y avoir un partenariat avec l'équivalent français, donc qui est le CDEC à Paris, pour travailler sur cet impact. Et pour conclure dans les 2 secondes qui me restent, évidemment, ce déploiement et cette capacité grand froid restera pour les armées françaises une compétence de niche. On s'engagera jamais seul dans un terrain arctique. Ça ne pourra que se concevoir dans le cadre d'une alliance. Et donc, on pourra apporter des moyens à la hauteur de nos moyens. Et pour autant, je pense que pour maintenir notre crédibilité, on a parlé ce matin de signalement stratégique, etc. Il est important d'investir dans cette capacité pour qu'en cas de crise, on soit capable d'agir en conséquence. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Donc, merci pour toutes les interventions qui mettent bien en lumière donc, les enjeux liés à cette réflexion, surtout d'un point de vue canadien. On voit aussi émerger une potentielle coopération France-Canada. Avant d'ouvrir la discussion à la salle, déjà avant le panel, en lisant le titre, moi qui n'ai pas experte non plus sur les enjeux de capacité, je me questionnais si justement on soulève l'enjeu des équipements et des capacités qui sont nécessaires, sans encore trop savoir, puis en vous écoutant aussi, quels sont les réels besoins ou la réelle menace qu'elle prendra forme, même si on commence à avoir une idée. Est-ce qu'il n'y a pas d'une part un risque d'une relance à une certaine course à l'armement où on veut un peu anticiper un peu tout et toutes les éventualités? On a les contraintes financières. Justin l'a mentionné aussi, donc il y a des investissements qui sont annoncés, sûrement encore peut-être pas suffisamment importants, mais sur un long terme, 5 à 20 ans. Donc, moi, d'une part, je me questionnais justement sur ce risque, peut-être pas pour le Canada, on le voit qu'il est peut-être pas dans la course, mais si les acteurs de l'Arctique surtout se questionnent sur une menace éventuelle, est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'une course à l'armement parce qu'on ne sait pas encore quel armement on aura besoin, quelles capacités seront nécessaires pour une menace qui est encore peut-être un peu floue? Ou dans le cas du Canada, est-ce que l'enjeu est encore potentiellement une excuse pour justement, Justin soulignait, j'ai listé, explorer beaucoup de choses, mais peut-être pas décider de prendre des décisions et d'investissements fermes pour le moment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce double risque d'une part de certains acteurs qui partent dans une course à l'armement effrénée en voulant préparer tous les scénarios, ou d'autres qui prendraient, comme le Canada, semble-t-il, le contexte un peu d'incertitude ou d'ambiguïté actuelle pour dire, ben, attendons, explorons, quels seront les véritables besoins. Donc ça, c'était une partie de mon interrogation. Et l'autre partie qui m'intéressait, vous avez tous abordé d'une façon ou d'une autre, c'est les enjeux de la coopération. Moi qui travaille sur l'Union européenne, même au sein de l'Union européenne, juste penser pouvoir construire, développer en commun, c'est un enjeu. Donc, dans un contexte que ce soit de l'Alliance ou nationale, je pense que Stéphane l'a bien mentionné, donc ce qui est sécurité nationale, c'est les États, donc la coopération reste difficile, mais il y a quand même des initiatives sur la table, que ce soit dans le cadre de l'Alliance ou de l'Union européenne. On peut penser au PESCO, qui maintenant ceci le Canada, les mobilités militaires, qui pourraient être aussi à concevoir dans le cadre de l'Arctique. Ou d'autres formes de coopération dans lesquelles le Canada se montre quand même entré, à défaut d'investir seul, parfois de voir peut-être des opportunités, vous mentionniez avec la France, mais est-ce que dans le cadre de l'Alliance, après je m'arrête là, je trouvais intéressant votre commentaire ce matin de dire l'Alliance a certaines capacités qui peuvent être mises sous son contrôle, mais les États décident. Est-ce que c'est naïf de croire que les États pourraient un peu minimalement coordonner aussi de plus en plus dans le contexte actuel où je pense que beaucoup d'États membres font face au sein de l'Alliance et ailleurs à des contraintes budgétaires importantes, à un besoin militaire, un retard important à rattraper. Est-ce que je suis encore naïve de croire qu'on devrait quand même arriver à un moment de penser qu'une coopération pourrait quand même être, surtout pour le Canada, un moyen de pallier une pression énorme sur le besoin d'équipement, des contraintes budgétaires, et si ça semble un nom assez définitif pour Stéphane, mais si de d'autres points de vue, des coopérations peuvent quand même être, je ne sais pas si dans la stratégie canadienne, certaines possibilités de coopération sont évoquées. Je m'arrête ici.
Thomas Hughes, do you want to start? Did you understand what I'm very sorry to ask, but would you mind awfully summarizing that question in? Yeah, I'm so sorry. I should have made that reckoning. No, it's. There were two aspects in my comments. First, if in the current situation there's a risk for armament race, if some country under the pressure, they want to invest in many areas without knowing what is the exact threats, what are the exact needs, as you mentioned, what is necessary without knowing, then let's invest a bit everywhere. And there's the risk of encouraging armament race. And on the other side, if this situation might be an occasion to really think deeper into cooperation, despite I feel the reluctance in many aspects, if there is still possibility in some area to things, and I was mentioning with the European Union, Canada is part of the PESCO, about the military mobility, that might be a kind of option in Arctic. So that was the two aspects. Super, thank you. Yeah, I love these questions. I think they're so interesting, especially in the Arctic. In terms of the possibility of an arms race, I think I've said my position is that the Arctic is more ripe for an arms race, that security spiral, than any point since Europe in 1913. I really do fear that. The one thing that gives me some comfort, as I think we heard through some of the presentations, is that the likelihood of an attack in the North American Arctic is pretty low. So if we're actually looking at what capabilities, Arctic capabilities, are actually being developed, I think that there is a lot of media coverage and discussion around various components of Arctic capability. I'm not sure that militaries right now in the North American context have locked into that sort of spiral at the moment. And it seems to me that a lot of the emphasis around North American Arctic capability right now is around surveillance and knowledge. We saw that through the balloons. We saw that through, we've seen it through Chinese sonar buoys, which are ostensibly for scientific research, but aren't. So I think at the moment we will see a race, but I don't think in the North American context it's about how we impose costs on others. In terms of whether there's a possibility for something to happen, right now, absolutely not. I just don't think it's going to happen. There's not the appetite to engage with Russia. There is absolutely no trust, no belief that Russia would follow any rules. I think at this point it's off the table. But one of my really good friends who is very much involved in social movements, I asked him once, you come up with these solutions and they're obviously just going to get ignored. They're too big. And his response was, yes, but we need the solution to make the solutions now, even if they're going to be ignored. Because tomorrow, when none of the other solutions have worked, ours will still be there. And I think that logic applies to how we can think about confidence-building measures in the Arctic. Right now, it is not going to work. But I think that we should be thinking very carefully now about how we engage with Russia, such that if we do reach a point where Russia can be back in the fold, we can easily move into that environment. And I think a starting point, and I would love to know your thoughts on this, what is it that Russia is worried about in relation to Arctic defense? We heard this morning that they're concerned, or that they see the Northern Sea Route as internal waters, that they're really concerned about maintaining that. Does that mean that they're actually concerned about a NATO actor sinking a civilian vessel or a Russian vessel in those waters? I mean, that's ludicrous. We know that Russia has some strange ideas at times, but what is it that they're actually concerned about? And if what it is that they're concerned about is status, then we might be able to start to work with them. So I'll leave comments there for others, but I hope that responds reasonably to the question. Yeah, thank you.
Alors, merci pour la question. Et je suis obligé de pas être d'accord avec toi pour poursuivre notre débat, parce que la prémisse de dire qu'il n'y a pas de menace conventionnelle en Arctique, je suis tout à fait d'accord, mais vous parlez d'une seule type de menace, c'est-à-dire la menace d'une invasion terrestre. Or, le Canada investit la défense de l'Arctique depuis les années 50, les années 40, parce que la principale menace, c'était les missiles qui s'abattent sur notre territoire. Et ça continue. C'était la présence de sous-marins allemands dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça, la volonté des adversaires demeure. L'Arctique, c'est pas une menace en Arctique, mais une menace à travers l'Arctique. Et ça, Whitney Blackemore l'a très bien dit. Elle demeure, elle a toujours existé depuis plusieurs décennies. Et pour moi, la course à l'armement, ou la spirale de sécurité et insécurité, on devrait plutôt la renommer, est totalement en cours. Il y a une course à l'armement dans la détection, il y a une course à l'armement des missiles hypersoniques, capable de frapper plus rapidement. Et la principale préoccupation, je pense, chinoise et russe, c'est la volonté américaine d'être capable de détecter si rapidement les missiles qui se dirigent vers son territoire, d'être capable de les détruire avant même de frapper, disons en anglais, à gauche de l'archer, donc de frapper celui qui veut frapper, non pas viser le missile qui s'en va, mais plutôt le lanceur. Et ça, c'est la volonté américaine d'avoir une capacité de détection, une capacité de commandement et contrôle si rapide dans la prise de décision avec l'aide de l'intelligence artificielle, de rendre idéalement l'Amérique du Nord invulnérable. Or, l'invulnérabilité a toujours été créatrice d'instabilité dans la situation nucléaire et dans la situation conventionnelle. Parce que si on est capable de se prémunir contre une deuxième frappe, une contre-frappe de l'adversaire, alors on est en posture plus probable d'être les offenseurs, donc d'attaquer en premier. Et ça fait craindre énormément de pays, que ce soit les États-Unis ou les autres puissances nucléaires. Et je pense que ceci est en cours. Ensuite, si on pense aux investissements en recherche et développement pour les drones, ben, il y a une course à l'armement actuellement, sans aucun doute. Elle est en cours avec les investissements qui sont faits présentement dans les détections et les surveillances qui sont aussi le cœur de cette capacité de compréhension d'un gouvernement stratégique et des satellites également qui sont, des mesures anti-satellites également qui sont en développement. Alors, je pense que la course est bien en selle et elle traduit la possibilité d'une menace conventionnelle tout à fait claire, incluant l'Arctique, via les airs et via la marine. Est-ce qu'on devrait coopérer et mutualiser nos forces? C'est tout à fait rationnel de le faire si on prend le point de vue académique. Le problème, c'est qu'il y a des considérations politiques et économiques trop très fortes qui la préviennent. Premièrement, bien sûr, les bénéfices nationaux. Tous les pays veulent que les emplois soient créés chez eux et que l'argent reste chez eux. Quand le Canada a voulu acheter des navires de combat, c'était beaucoup plus rationnel d'aller acheter des navires faits en Corée du Sud, par exemple, et de mettre quelques équipements chez nous. On a décidé de dépenser plutôt 100 milliards de dollars pour qu'ils soient faits chez nous, pour que les gens impact et assurément puissent avoir des emplois et que les Canadiens se sentent moins mal d'investir des dizaines de milliards de dollars dans les équipements militaires. Ces besoins-là, c'est pas juste au Canada, c'est en France, c'est ailleurs. On souhaite que les investissements soient faits locaux. Ensuite, du côté canadien, on a une pression américaine d'acheter américain. Et du côté européen, on a une pression d'acheter européen. On l'a vu avec la production de munitions, notamment pour l'Ukraine. Et on ne veut pas trop acheter à l'étranger. On voudrait que ça soit produit chez nous, pour l'histoire, pour le même régime. Le Canada a la particularité de devoir faire face à des firmes militaires les plus gigantesques au sud de notre pays, ce qui fait que beaucoup de pays européens, qui compagnies européennes, ne veulent même pas compétitionner lorsqu'on fait des appels d'ordre sur les avions de combat, sur les navires, sur les avions de protection aérienne, etc. Parce que, comme Dassault l'a dit, ben, finalement, on n'a aucune chance d'emblée. Parce que les exigences d'interopérabilité, de partage de renseignements avec les États-Unis sont tellement grandes que les pays européens peuvent pas compétitionner. On l'a vu avec la compétition récente sous la F-35, les exigences étaient plusieurs, vues comme étant inatteignables. Les firmes non américaines, qui laissaient essentiellement Boeing et Lockheed Martin, les deux seuls dans la race. Ces pressions-là ne vont pas s'amenuiser, alors même si ce serait logique que le Canada développe des sous-marins, par exemple, dans les régions arctiques avec la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Suède, ça risque d'être moins probable que d'acheter des coques au Japon ou en Corée du Sud avec de l'équipement américain. Merci. Juste une petite réaction à ton commentaire. Tu remarqueras que 4 des 5 systèmes que tu as évoqués pour l'Arctique, spécifiquement ou prioritairement déployés dans l'Arctique, sont tous pour des menaces terrestres. Il y a juste les détecteurs côtiers et sous-marins qui sont. Non, les carrefours de fusion opérationnelle terrestre, la station terrestre de satellite, les hélicoptères tactiques et surtout les nouveaux véhicules adaptés à la glace, à la neige et à la toundra.
OK, donc, en ce qui a trait au risque de course aux armements, je suis plus optimiste que mes deux collègues, parce qu'une course à l'armement dans l'Arctique ne fait pas vraiment sens. Une course aux brise-glaces, les brise-glaces sont généralement pas armés. Une course aux sous-marins nucléaires, ouais, à la limite. Justin a probablement raison, une course à la détection, tu sais, ça. Mais encore, c'est pas la détection n'est pas un domaine où on est stimulé par les progrès de l'autre. C'est pas un jeu d'action-réaction. C'est dire, moi, j'ai passé de détection, donc j'en veux plus. Donc, je suis plus sceptique, puis surtout que c'est une vieille idée en 2005-2010, il y avait cette idée qu'il y avait une course aux armements dans l'Arctique. Des gens évoquaient ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le pays qui était celui qui menait la spirale, c'était le Canada. C'est le Canada qui était le pays considéré comme le pays le plus agressif dans l'Arctique. J'avais lu ça dans Le Point, je pense, non, pas Le Monde diplomatique, excuse. Et ça avait cette idée-là. C'est pour ça que je pense que ce jour-là, j'ai été inoculé contre la notion de course aux armements dans l'Arctique. Pour la coopération, je me suis déjà prononcé. C'est-à-dire, du point de vue canadien, ça doit être plus dans les domaines non militaires ou les domaines en marge des missions militaires. De combat, oui, il peut y avoir des exercices communs, mais je ne vois pas tellement plus que ça. Et pour la coopération multilatérale, ça a été dit déjà par tout le monde. Avec la Russie, pour l'instant, c'est au point mort. Puis je pense, comme Thomas l'a dit, que la confiance dans la Russie est à son point de Merci beaucoup. Avant de répondre aux questions, j'aimerais juste réagir sur les menaces terrestres. Je pense quand même qu'il y a une menace qu'on a peut-être occultée, c'est les risques de sabotage. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas mener une opération militaire sans satellite. Enfin, je veux dire, c'est à la fois nos yeux, nos oreilles. Et on peut imaginer voilà, des forces spéciales qui viendraient saboter une station radar qui permet de la connexion avec les satellites, par exemple. Voilà, juste une petite aparté. Sur les différentes questions, notamment sur les contraintes budgétaires, oui, c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, si on prend du recul et qu'on ne parle pas spécifiquement Arctique, on a vu une hausse importante des budgets de défense en Europe. En France, on a une hausse assez conséquente avec la loi de programmation militaire qui prévoit 35% de hausse des crédits sur les 7 prochaines années, même si évidemment il faut relativiser vu le taux d'inflation, mais c'est quand même une hausse conséquente et ça pose une question évidemment qui est celle de la soutenabilité de l'effort financier, de son acceptabilité sociale également, parce qu'à un moment, est-ce que la population, dans quelques années, si la guerre en Ukraine prend fin ou si elle est amenée à s'éterniser, considère qu'il faudrait mieux investir cet argent dans les écoles, dans l'éducation, etc. Et donc, il faut aussi faire accepter ce niveau important de dépenses. Après, je ne pense pas qu'il y ait un risque de course à l'armement. Je pense que si on suit un peu la doctrine française, nous, notre idée, c'est gagner la guerre avant la guerre. Et du coup, pour ça, le caractère dissuasif est très important. On a parlé, c'est aussi un des deux piliers de l'OTAN. L'idée, c'est que si on est crédible, militairement, capacitairement parlant, on dissuade. Et donc, on n'est pas. L'objectif, c'est de ne pas arriver au conflit. Donc, je pense qu'on a quand même besoin d'un minimum de capacité pour être crédible. Sur la coopération, oui, les initiatives européennes, les projets PESCO, notamment mobilité militaire et autres, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est un des rares cas de coopération européenne qui est ouvert à la participation des pays tiers, type Canada, États-Unis. Sur la coopération de façon plus générale, évidemment, ça peut permettre des économies d'échelle. Il y a un intérêt. Même si on voit que souvent, finalement, ça engendre des surcoûts. Si on regarde les projets de coopération capacitaire au niveau européen, au niveau de l'OCAR, ou même au niveau bilatéral franco-allemand, dans la plupart du temps, on finit avec 2 versions différentes et les économies d'échelle sont totalement inexistantes et finalement, ça coûte presque plus cher. En revanche, il y a des exemples de coopération qui sont très efficaces et dont on pourrait s'inspirer. Déjà l'idée du pooling and sharing, et j'aimerais prendre l'exemple d'un accord qui s'appelle l'accord BNESAM entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la marine, où en fait, ils se sont répartis les compétences. Il y a un pays qui développe les chasseurs de mines, un pays qui développe les frégates, ils achètent tout en commun, ils ont un centre de formation commun, ils ont une école pour les officiers de la marine, etc. Et donc là, il y a une mise en commun des capacités. Et je pense que pour que ça fonctionne, la coopération, il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait un des partenaires qui se sentent lésés. Et ça, c'est vraiment un élément clé à avoir en tête, je pense. Merci.
Qui est le troisième partenaire? Le Luxembourg. Le Luxembourg. Alors, du coup, eux, ils n'ont pas de bâtiment, mais le partenariat ne se limite pas à la marine, il va au-delà. Et puis, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, par exemple, il y a, le partenariat, il fonctionne aussi autour des A400M, des avions de transport. Et donc, le Luxembourg a un A400M, mais comme il n'a pas d'armée de l'air, l'A400M est sur une base aérienne belge, en Belgique, et voilà, il est opéré par la Belgique pour le Luxembourg. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va ouvrir la période de discussion. Je vais prendre quelques questions. Vous pouvez y aller. Oui, monsieur Massy, ou monsieur Claude, mais en particulier, monsieur Massy, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Alors, je peux dire qu'ici, on a bien fait d'attendre, puisqu'actuellement, les obus de 155 mm, c'est plus l'actualité pour l'avenir. C'est l'intelligence artificielle, les obus intelligents, les drones intelligents, les drones aquatiques intelligents qui font un malheur actuellement en Crimée. Et nous, qui avons la chance d'avoir le Centre Mila et Joshua Benzio, qui est justement celui qui a implanté le neurone artificiel, qui a travaillé sur le projet OpenAI qui a donné lieu à ChatGPT, qui donne lieu maintenant au ChatGPT militaire avec Microsoft, et justement la personne qui a eu le prix Nobel, le prix Turing là-dessus, comme de grands spécialistes. Alors nous, on peut s'imposer comme un incontournable, un pôle d'attraction de toute l'intelligence artificielle avec tous les experts qu'on a dans la modélisation du champ de bataille. Donc, on a des centaines de gens qui ont travaillé sur ce qui est très proche de l'activité au niveau d'intelligence artificielle militaire. Ces gens-là peuvent développer l'intelligence artificielle pour que, par exemple, pour un drone aquatique qu'on a vu, des drones nuit, je crois, qui ont attaqué comme ça de nuit avec l'aide satellite des frégates russes, et il y a presque déjà 30% de la marine russe qui est détruite. Nous, on peut facilement faire ce genre de système-là au niveau informatique avec l'aide des Américains et des autres pays de l'OTAN, mais en étant le pôle d'attraction, parce qu'on a des centaines et des centaines de chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui ne demandent que ça. Évidemment, ils ne sont pas tous d'accord pour travailler dans le domaine militaire, mais on aime notre pays et on veut le défendre. Donc, c'est pour ça que je dis, au lieu de dépenser sur des équipements conventionnels, de mettre quelques milliards pour être vraiment les meilleurs au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Laurent. Merci déjà donc aux quatre panélistes. J'aurais deux questions, une très courte et une peut-être un peu plus longue, mais je vais bien concentrer. La première est plus une question un peu pour titiller aussi bien Justin que Stéphane. Est-ce que par rapport aux capacités d'équipement qu'on a évoquées, est-ce que l'armée canadienne, vu ses moyens budgétaires limités, est-ce qu'elle ne devrait pas aussi abandonner certaines capacités? Je pense malheureusement aux chars en particulier, parce qu'au-delà de la dépense pour l'équipement, il y a aussi de la dépense pour la formation et donc pour des militaires. Donc, est-ce que ce n'est pas des capacités que, compte tenu de l'évolution actuelle, le Canada ne devrait pas abandonner, y compris pour d'autres pays, parce que d'autres pays qui sont en Europe, pour lesquels ça peut se poser la question. Et la deuxième question que j'aurais pour vous tous, c'est, je vais prendre un peu le contrepoids de ce que j'ai dit ce matin sur la menace russe, parce que je prends un peu l'avis quand même aussi de Stéphane, c'est quelle forme pourrait prendre une invasion ou une attaque plutôt russe dans l'Arctique au-delà d'un simple format de sabotage. Je m'explique pourquoi je pose la question. Quand en 2014, il y a eu l'invasion de la Crimée et du Donbass, de Luhansk, la vision qu'on avait, c'était surtout que c'était totalement irrationnel de la part des Russes parce que, en fait, il y avait déjà eu un mouvement pro-européen en Ukraine. C'était en 2005, la révolution orange. Tout ce qu'avaient besoin de faire les Russes, c'était jouer les différentes factions. 3 ans plus tard, c'était les pro-russes qui étaient revenus au pouvoir. Tout s'était réglé sans problème. Et beaucoup, en fait, avaient jugé l'invasion de la Crimée comme étant contre-productive pour les Russes en disant, avec tous les moyens qu'ils ont sur place en Ukraine, ils pouvaient faire tomber le gouvernement facilement. C'est totalement idiot de leur part d'avoir fait cela. Donc, je pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce genre de comportement russe totalement irrationnel en Afrique et quelle forme pourrait prendre? Je donne un exemple juste concret, parce que c'était une histoire que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris grâce au Rubicon. C'est l'avantage de lire le Rubicon, donc lisez-le, il y a des articles très intéressants qui permettent de découvrir différentes formes aussi d'affirmation de souveraineté.
Dans les Philippines, en fait, dans le cadre des tensions entre Chine et Philippines, il y a ce qu'on appelle le Sierra Madre. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pour défendre la souveraineté sur des petits atolls. Les Philippines ont échoué volontairement un navire de guerre qui leur appartenait. Et à partir de là, on crée une mini-base, en fait, pour justement bien revendiquer la zone vis-à-vis des Chinois. Donc, je donne juste cet exemple-là, parce que c'est l'exemple où on a un État avec une armée qui fait échouer un navire, exprès pour justement après avoir régulièrement, de temps en temps, une présence, pour pouvoir revendiquer la zone. Est-ce que ce n'est pas une époque qu'on pourrait avoir, même si l'Arctique n'a pas les mêmes conditions climatiques, mais donc, la question d'après vous, quelle forme pourrait prendre une attaque russe en Arctique si on avait un comportement irrationnel, au-delà du format juste sabotage? Ouais. Je pense que la première question pour Carlos. J'ai voulu sur la question d'abonnement des gens. Non, c'est sur l'artillerie, la chose difficile. Pas besoin Ah, d'artillerie. la première question, oui, sur l'intelligence artificielle. Oui. C'est les... So just give you some background. The first question was if the Canadian government, as we see, especially in Montreal, an important strength in artificial intelligence, if the Canadian authority should not just invest more energy in that sector, and if it was, I think it was more common than a question, but your opinion, if it could be this a sector that could be the place where the Canadian authority could, yeah. And for the Laurence questions, the first one was that if the Canadian government should also at some point admit you cannot invest in all sector, so maybe start to eliminate, and that was hint for Justin and especially Stefan about maybe thinking about putting away the tanks, of course, the tanks, and if indeed the kind of selection might help and time of budget cuttings. And the last one was I understood the context with the parallel with the example and the Philippines towards China. And that's, if understood well, the example is the Philippine authority, they own their own warship to have then a good excuse to be present in the region. And if could be this a kind of parallel that we can make with the situation in Arctic, with the Russian thinking maybe to escalate to justify their action there, if understood well. And just for that right. So if you want to react. Sure. No, there's interesting questions. I'll take those first two as a single block about specialization. I found the Canadian Defence Policy update really interesting, and I haven't had a confirmation of this, but it felt to me, reading that document, that the Department of National Defence has realised and are acknowledging that Canada's past approach, where they have tried to have a military that can do a bit of everything, is no longer possible. And those really difficult choices have to be made. And that's not just for Canada, that's for all other countries with the probable exception of the United States. And the decision to focus on the Arctic and to an extent on cybersecurity, I think is a really interesting one and suggests that Canada is approaching the Arctic as its niche. This is what Canada brings to the table. This is what we do that sets us apart and why you need us. I was lucky enough to be in NATO Defence College a couple of weeks ago, and I suggested that to folks from other countries, and there was some acceptance that that is a reasonable approach, particularly, strangely, from countries like Spain and Italy, who have the same conversation but in reverse. And why should we care about the Arctic? The Mediterranean is our backyard. So that idea of Canada finding a niche and following it is an interesting concept. It would be a politically very difficult thing to do, I think, because it would
it would require absolute connections with other countries. It would be essentially saying, we are going to leave you to do this. We're going to trust that you are going to do this because we don't have the money to be able to do that. Get on with it, and we'll coordinate all of those capabilities. We see that to an extent within NATO, but that would be taking things a stage further. Artificial intelligence is really important. I think it's hugely important for the Arctic just because it's so big, and comes back to my comments about capability and surveillance and domain awareness. We're going to need to leverage artificial intelligence for that. We saw that with the balloon, where things go a little bit wrong with that conversation. And in terms of the Philippines concept and having somebody in place, I completely agree that it's sovereignty really comes down to, do you have somebody on the ground? Can you get there? Can you remain there? And it is useful for Canada to have that deployable option. But I think that the real difference simply is that the environment of the Arctic is so hostile that actually sustaining people there in the similar sort of way as sending a warship or positioning people on a warship by the Philippines is a little bit different. So I'll leave that there, let other people jump in. Thank you. Ça fonctionne. Ouais. Merci pour la question, monsieur. Moi, je ne suis pas partisan du fait de c'est un ou l'autre. Ce n'est pas des catégories mutuellement exclusives. C'est-à-dire que si on fait la guerre aujourd'hui sans artillerie, il n'y a pas de chance. Présentement, c'est grâce aux drones et à l'intelligence artificielle qu'on peut notamment avoir de l'artillerie plus précise, et ce qui donne présentement le succès des forces russes, notamment le contrôle local de l'espace aérien pour l'instant, et effectivement de défense antiaérienne ukrainienne. Et donc, si on veut, par exemple, atteindre notre mandat qui est de défendre la Lettonie en cas d'une agression russe, qui est le mandat des forces armées canadiennes qui dirige l'opération là-bas de l'OTAN, il faut des munitions. Et c'est pour ça que le Canada investit pour les prochaines années, parce que présentement, les forces déployées en Lettonie ont 3 jours de munitions pour tenir seulement. Donc, on va espérer que la cavalerie américaine vienne, sinon, les gens vont mourir. Par contre, si on planifie une guerre en 15 ans, c'est pas la même chose. Et là, effectivement, il faut investir dans la recherche et le développement. Et ici, je suis d'accord avec vous que ça devrait être une priorité du Canada, mais c'est aussi la priorité actuellement des États-Unis, des pays européens, de la Chine, évidemment. Donc, on n'est pas les seuls et on ne sera pas un hub central mondial. Je pense qu'il y a une compétition là-dessus, aussi d'investissement de firmes privées. Mais je ne vois pas ce choix avoir été fait par le Canada jusqu'à présent. Dans la modernisation du NORAD, qui a été annoncée en 2022, je crois, on a annoncé 4 milliards sur 20 ans pour développer la recherche et le développement en intelligence artificielle. 500 millions par année. C'est pour ça qu'il va faire le Canada le hub mondial d'intelligence artificielle. Donc, oui, il faut le faire, mais il faut le faire à plus grande échelle. Et surtout avec les compagnies privées, parce que beaucoup des capacités que l'on peut développer présentement avec l'intelligence artificielle sont duales, pas seulement militaires, sont des sources. Est-ce que l'armée canadienne doit abandonner des capacités si elle veut peut-être atteindre son mandat ailleurs dans le monde? Oui. Mais présentement, moi, je ne suis pas d'accord qu'on a fait l'échantillonnage, qu'on a fait la spécialisation, comme Thomas le disait. Moi, au contraire, je vois dans la politique de défense l'échantillonnage à moindre coût. On veut faire un peu de tout et on ne peut pas rien abandonner. On n'a pas fait de renoncement contrairement aux Britanniques. Par exemple, renoncer énormément à la taille de la force armée terrestre. Le Canada n'a pas annoncé de réduction, un maintien, ce qui est un peu illogique, de la quantité de troupes avec l'augmentation d'équipement, ce qui ne fonctionne pas toujours, à moins qu'on pense justement aux capacités par drone, notamment. Mais il n'y a pas cet abandon-là. Et la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y aura pas cet abandon-là, c'est que si on enlève les forces terrestres du Canada, premièrement, on sera capable d'opérer beaucoup dans le nord, parce que c'est des forces terrestres pour aller sauver les populations locales, plutôt qu'aériennes et navales. Et deuxièmement, parce que ça va enlever un rôle vital que le Canada a toujours eu au sein de l'OTAN, c'est-à-dire d'être là quand il y a des opérations à l'étranger pour compenser le fait de ne pas investir assez dans la défense. C'est-à-dire que la pression qui a été posée sur le Canada pour diriger la brigade nationale, à l'époque, le bataillon en Lettonie, était grandement due au fait qu'aucun autre pays se portait volontaire et que le Canada avait une pression de le faire, comme quand il a pris le commandement en Afghanistan, pas prêt à chaque fois, mais volontaire de le prendre, parce qu'il y a une pression énorme pour que le Canada prenne ce type d'initiative-là. Sans force terrestre, c'est impossible d'assurer un mandat comme celui-là en Lettonie.
Ensuite, la menace principale russe en Arctique, conventionnelle, au-delà des frappes, disons, aériennes en cas de guerre ouverte, c'est-à-dire côté régional qui déborderait avec une escalade horizontale ou verticale, ben, ça serait, à mon avis, donc, davantage vertical. Ce qui, moi, m'apparaissait quand Vladimir Poutine a fait ses premières menaces nucléaires au début de l'invasion, ce qui m'apparaissait un scénario plus probable de signalement stratégique, c'était pas une frappe tactique en Ukraine directement, parce que ça aurait des conséquences sur la Russie beaucoup plus fortes. Ça aurait été un test nucléaire dans la région arctique. Pour signaler la volonté de possiblement recourir dans le nucléaire sans recourir en tuant des personnes sur le terrain. Ça, je pense que c'est pas un scénario qui est à exclure si le conflit continuait à escalader comme il est en cours. Merci. Je vais me concentrer sur les deux dernières questions. Premièrement, une question des niches, comme le rappelait Thomas. Je suis aussi très sceptique par rapport à cette possibilité-là. Encore pour des raisons historiques, on a déjà essayé. On a déjà essayé tout ça. C'était le gros débat dans les années 1990, alors que le gouvernement fédéral faisait face à un déficit record. Et le budget de la défense est encore naturellement un de ceux qui a le plus payé pour ça. Et il y avait tout ce débat, à savoir on se concentre dans quoi. Et la réponse qui venait le plus souvent dans la société civile, et que les militaires n'ont pas acheté, c'est concentrons-nous dans un truc qu'on fait bien et qu'on aime beaucoup, c'est le maintien de la paix. Ça a été très bien jusqu'au tournant des années 2000. En fait, déjà, même avec le Kosovo, ça a posé des problèmes. Avec l'Afghanistan aussi, ça a été. Donc, et le maintien de la paix, on voit ce qui est arrivé depuis. Donc, ça aurait peut-être été. Parce que choisir une niche implique de miser sur quel besoin va s'imposer à l'avenir, puis quelles vont être les capacités requises pour ça. Ben, si on avait écouté les tenants de cette proposition-là dans les années 90, on aurait ça se retrouve avec des gros problèmes. Les chars, quand elle a coupé les chars, effectivement, ça revient périodiquement parce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est pour un char d'assaut au Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un char d'assaut au Canada? Et on s'est presque débarrassé de cette capacité-là après la fin de la guerre froide, pour devoir en acheter en catastrophe en Afghanistan parce qu'on s'est rendu compte qu'il était essentiel. C'est tout, le pari, généralement, il est pour moi perdant. Donc, je suis plus partisan de la thin red line, c'est-à-dire c'est la voie de l'échantillonnage, d'appeler ça l'échantillon, c'est-à-dire faire un petit peu de tout. Oui, c'est moche, mais ne sachant pas la guerre de demain va être faite de quoi, mieux, sans regarder ça. Quelle forme d'attaque russe pourrait prendre dans l'Arctique canadien? Encore, comme Justin, je veux dire, dans la mesure où ce n'est pas le débordement d'un conflit qui vient de l'extérieur, si on sent dans quel cas ce serait autre chose, et dans la mesure où il ne s'agit pas d'un cas d'article 5, ou une agression directe, où il faudrait que, la guerre, il y a un conflit armé qui se déclenche dans l'Arctique, ben, ça aspire nécessairement le reste de l'OTAN, parce que c'est un cas d'article 5. Ce serait quoi les autres formes? Après, le scénario sino-philippin que tu disais n'est pas possible non plus parce qu'il n'y a pas d'endroit où échouer son bateau dans l'Arctique. On ne peut pas se mettre une base permanente sur l'océan Arctique. Tant qu'à ça, faisant une au milieu de l'océan Atlantique et revendique là, ce n'est pas possible. Donc, en fait, je verrais plus des cyberattaques ou des manœuvres insidieuses comme ceux-là, de désinformation encore aussi qui serait possible. Surtout, peut-être qu'un jour, on va devoir faire, que les Danois vont faire face à cette situation où de revendication de souveraineté de la part du Groenland va se matérialiser. Et quelqu'un qui voudrait le débat ici, ben, pourrait aussi mettre la désinformation sur dire on a maintenant le premier État Inuit qui est en train de créer. Qu'en est-il de vous, Inuit canadiens, Inuit américains? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ça deviendra un débat de souveraineté, mais interne encore. Mais bon, pas de discussion. Non, moi, je veux juste ajouter un mot en réponse à la première question. En effet, je pense que le coût des équipements aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. On l'a vu, tout à l'heure, on parlait, je crois, de l'opération Aspide pour lutter contre les outils. Ça peut paraître un peu d'aberration. On a pu lire dans la presse qu'on utilisait des missiles Aster à 2 millions d'euros l'unité pour détruire des drones qui coûtaient quelques dizaines de milliers d'euros. Il faut poser la question, en effet, de disposer également de capacités
dites low cost, de munitions rôdeuses, ce type de choses. Donc, les drones sous-marins peuvent tout à fait être une capacité intéressante. C'est quelque chose qui intéresse la France aussi. On y travaille. Après, ça ne remplacera jamais des sous-marins. Ça peut être une capacité complémentaire. Ça peut être utile, par exemple, dans la guerre des mines, pour désamorcer des mines, ce genre de choses. Et là, en effet, l'intelligence artificielle est tout à fait utile. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Thomas sur le modèle d'armée. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle d'armée? Est-ce qu'on préserve un modèle d'armée complet? C'est le choix que la France a fait, par exemple. Mais du coup, ça se fait au détriment de la masse. On dispose de tout, mais dans un format, parfois on dit, on est critique, échantillonnaire, ou en tout cas, voilà, un format réduit. Mais autant si c'est pertinent pour la France, parce qu'on est une puissance nucléaire, donc on ne peut pas se permettre d'être dépendant de pays tiers. On est un pays qui a une capacité de projection et d'entrée en premier sur un théâtre de conflit. Est-ce que pour autant c'est pertinent pour le Canada? Je soulève la question. Je suis beaucoup moins expert, ce n'est pas du tout de la politique de défense canadienne, mais quand je vois un peu ce que j'en ai compris toute cette semaine, est-ce que c'est vraiment indispensable pour le Canada de disposer de l'intégralité des capacités sur tout le spectre? Je ne dis pas qu'il faut se surspécialiser dans le truc de niche, mais peut-être renoncer à certaines capacités. Et aussi, s'il y a cette volonté de développer une base industrielle et technologique de défense, ça peut être intéressant de se concentrer sur certaines capacités très recherchées. Et c'est généralement ce que font les pays qui ont un budget de défense limité. Voilà, juste mon humble avis sur la question. Parfait, merci. Je demanderais de vous joindre à moi pour remercier notre panel parce qu'on arrive déjà au terme de ce panel. Donc, merci beaucoup aux panélistes.